Bonjour à toutes et tous. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Pour ma part, je suis Jérôme Cotry, responsable des voyages en Asie de Secret Planet. Secret Planet, comme vous le savez, c'est une agence basée à Lyon qui regroupe plusieurs activités, des expéditions, des voyages aventure et nature, avec Tamera, donc plus pour les treks, Expédition Unlimited pour les expéditions en haute altitude et voyages polaires, et Saiga, axé sur les voyages nature en lien avec la préservation de la faune et de la biodiversité. Donc, bienvenue donc à cette webconférence avec Marie-Paule Ribaud, qui nous accompagne dans nos voyages en Chine du Sud, et on accompagnera 4 l'année prochaine. Nos webconférences ont lieu tous les 15 jours, de 18h à 19h. La première de la saison, c'était il y a 15 jours avec Eric et Michel Pierre sur le Sahara. La prochaine sera le mercredi 7 octobre. Renaud Fulconis recevra Emmanuel Grunman, qui est primatologue spécialiste des orang-outans, pour une conférence sur la déforestation et l'impact sur la biodiversité. Et le mercredi 21 octobre, Eric Bonnem recevra l'aventurier Mathieu Tordeur, qui est le plus jeune aventurier à avoir atteint le pôle sud géographique en 2019. Mais pour l'heure, nous avons immédiatement retrouvé Marie-Paule. Bonjour Marie-Paule, ni hao, comment vas-tu? Ni hao, bonjour Jérôme. Marie-Paule donc, a travaillé comme laborantine à Lyon, donc dans un hôpital, et a fait une quarantaine de voyages en Chine du Sud, à la rencontre des peuples dans les montagnes. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller à la rencontre de ces peuples? Alors déjà, bonjour tout le monde, tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Oui, je voyage depuis plus de 40 ans sur différents continents, mais depuis 1982, je ne vais qu'en Asie, et depuis 1986, je ne vais qu'en Chine. Et je suis allée en Chine parce que beaucoup d'amis me disaient, depuis le temps que tu voyages, tu n'es jamais allé en Chine. Et maintenant, ils me disent toujours, maintenant tu ne vas qu'en Chine. Et oui, mais je n'ai pas fini, je pense. Ce qui m'a intéressé pour les populations du sud de la Chine, notamment à la frontière du Vietnam, de la Birmanie, sur 4 provinces, ce qui m'intéressait, ce sont les ethnies, les costumes. J'ai toujours été intéressée par les gens qui étaient habillés différemment de nous, par des costumes colorés, des formes diverses. Donc, c'est ce qui m'a attirée et qui m'a conduit dans ces régions-là. Et qui fait que je continue à y aller parce que il y a des groupes ethniques qui sont beaucoup de groupes ethniques, mais dans chaque groupe ethnique, il y a souvent des sous-groupes qui sont très importants et très différents les uns des autres. Le costume peut être différent d'un village à l'autre, d'une vallée à l'autre, donc ça me paraît infini. Donc, on va aller voir maintenant de plus près ces costumes. Donc d'abord, on va avoir une petite présentation géographique avec une carte pour voir donc où se trouvent donc ces peuples. Donc c'est dans ces régions du sud de la Chine, du Yunnan, du Guangxi, du Guizhou et du Sichuan, la partie sud du Sichuan, donc pas loin de la frontière du Vietnam et de la Birmanie et du Tibet. Donc ouais, voilà, c'est dans ces coins-là que je vais le plus. J'avais commencé en 88, dans la Chine du Sud, c'est plutôt en 88. J'étais passée au Sichuan et j'étais descendue jusqu'au Yunnan. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, au tout début, c'était très compliqué de voyager dans ces régions-là. Beaucoup de zones étaient fermées, donc je me faisais arrêter très souvent et remettre sur le droit chemin par la police. J'étais pas forcément dénoncée, mais la police, il y en avait souvent. Et j'avais des problèmes à ce moment-là. Maintenant, toutes ces régions sont ouvertes. Elles ont mis plus ou moins longtemps à s'ouvrir, mais elles sont toutes ouvertes. Donc, ça me permet de voyager plus tranquillement, sans être assigné à résidence dans mon hôtel le soir ou des choses comme ça. Alors, on va voir d'abord différents peuples, voir un peu la variété de ces peuples. On terminera par les Miao et les Yi, et notamment les Yi des grandes montagnes froides qui sont dans une région du sud du Sichuan, juste au nord du Yunnan. Donc, on va commencer par les Dong. Voilà, alors là, c'est le peuple Dong qu'on a rencontré lors d'une fête dans le sud-est du Guizhou. Elles sont aussi dans le sud-ouest du Hunan et dans le nord du Guangxi. Là, c'est toujours au même endroit.
Toujours des dons, mais ça, c'est le costume des jeunes filles, donc beaucoup plus coloré, avec des parures d'argent, enfin de métal argenté. Toujours des dongs qu'on a rencontrés toujours dans cette même région, aux confins des 3 provinces. Et c'était lors d'une fête dans un village. Là, ce sont des lissous. Qui habitent dans un village dans le centre nord du Yunnan. Et elles ont créé un musée, ce qui est bien. Plusieurs ethnies maintenant ont créé des musées pour valoriser et conserver tout leur art traditionnel qui est important. Là, c'est une Larue, que j'ai rencontrée aussi. Alors, elle, c'est dans le sud-ouest du Yunnan, dans un village. Là, une Déang, rencontrée lors d'une fête. C'était une fête du 8 mars, une fête de femmes. C'est le jour de la fête des femmes. Pour cette fête-là, il n'y avait que les femmes qui dansaient, de la musique pour elles, et elles avaient mis leurs beaux costumes, toujours dans l'ouest, sud-ouest du Yunnan. Près de la Birmanie. Près de la Birmanie, oui. Là, ce sont des lissous, mais avec un autre costume. Là aussi, lors de fêtes, et toujours à l'ouest, sud-ouest du Yunnan, non loin de la Birmanie aussi. Là, ce sont des Hachang, dans un village, lors d'un passage dans le village. On les a vus discuter au coin d'un mur. Alors là, ce sont des bouis qui étaient réunis lors de la fête du roi des bambous. C'est une fête qui a lieu dans le Guizhou, un peu à l'est du Guizhou, enfin sud-ouest plutôt du Guizhou, près de Ziyun. Et ça regroupe plusieurs bouis et plusieurs miao, styles de miao différents. Là, ce sont des bouis. Là, ce sont d'autres bouis, mais qui habitent plutôt dans la région de Anshan, à l'ouest du Guizhou. Des bouis aussi, mais qui sont plus au sud du Guizhou, mais là, c'était dans un village. Là, c'est lors d'une fête Shui. Les fêtes condensent beaucoup de monde. Il y a différentes activités. Pour cette fête-là, il y avait des courses de chevaux, et des danses, de la musique, enfin bon, différentes choses. Mais au début de la fête, sur un parking, les femmes se réunissent, elles brodent et elles présentent leur ouvrage à la fin, et il y a une remise de prix. Bon, en général, l'ouvrage est déjà commencé avant de venir parce qu'elle n'aurait pas le temps de broder de choses très importantes. Là, ce sont des zhuang noirs que l'on trouve à l'ouest du Guangxi, au sud, à la frontière pratiquement avec le Yunnan. C'est des zhuang. Là, ce sont des yao, je les appelle les yao colcloudines, qu'on a rencontré dans un village. Toujours un peu dans cette même Toujours région. Dans la même région du Guangxi. Dans le Guangxi, proche du Yunnan, on voit beaucoup d'ethnies différentes. Toujours dans le Guangxi, là, ce sont les Pangu Yao. On est allé voir dans leur village. C'était vraiment extraordinaire parce qu'elles ont mis leur costume. Il y avait 8 ou 9 femmes qui ont mis leur costume. Ce n'est pas un costume quotidien, c'est un costume de fête ou un costume de mariage. Donc, elles l'ont mis pour nous. On a passé un moment avec elles, mais vraiment super. C'est une Yao qu'on a rencontrée, enfin que j'ai rencontrée sur un marché, le marché de Papou. Elle était amusante parce qu'elle riait de me voir la prendre en photo, et puis très agréable. Une autre Yao, à laine blanche, qu'on voit sur sa coiffe, elle aussi rencontrée lors du marché de Lida. Toujours dans le sud, là les deux marchés, c'est dans le sud du Yunnan, à la frontière du près de la frontière, non, oui, mais sud-est du Yunnan. Voilà, c'est dans le Guangxi de nouveau. Dans un village, ce sont des Yao.
Naban Miao, caractéristique avec les bois rouges. Ça, c'est plutôt dans le Yunnan, sud du Yunnan. C'est une rani. Là, c'est une rani, donc un costume complètement différent, qu'on le rencontre dans la région de Jinping, et on les trouve sur le marché de Jinping, qui est un très grand marché où il y a beaucoup de rani, de miao, et elles vendent tout ce qu'il faut pour faire les costumes propres à leur ethnie. Donc, elle vend des laits de tissu teint à l'indigo. Donc, elle a les mains souvent colorées. Là, ce sont des ranis que j'ai rencontrés lors de la fête de Motiang, dans le sud du Yunnan. Là, c'est plutôt près du Sichuan-Bana, plutôt sud, mais sud-centre du Yunnan. C'est ça. Du Yunnan. Voilà. Donc là, on a fait un premier tour d'horizon des peuples. Restent les Miao et les Yi, qui sont deux peuples très emblématiques, autant pour toi que pour moi, et qui sont très nombreux, qui sont 8 à 9 millions à peu près au sud de la Chine. Donc là, pour illustrer déjà les Miao, on va avoir une cérémonie d'accueil, une petite vidéo avec une cérémonie d'accueil. Donc il faudra cliquer sur la vidéo pour activer le son. Voilà, donc ça permet de faire une introduction à la rencontre des Miao. Donc ce sont les Miao à coquillage. Là, ce sont les Miao à coquillage. Alors, les cérémonies d'accueil, elles chantent toujours, c'est essentiellement les Miao qui font ça, elles chantent toujours et elles nous présentent des verres avec de l'alcool, de riz, enfin, on parle du temps de l'alcool de riz. Donc, on doit boire pour être accepté de boire. Et voilà les coquillages qui sont dans le dos du costume de ces femmes. Le coquillage, bon, c'est pareil, il y a tout un tas de choses à dire sur ces coquillages. Autrefois, c'était une monnaie d'échange. Maintenant, bon, elles ont de l'argent comme tout le monde, mais elles s'en servent pour faire des parures sur les costumes. Et c'est beaucoup utilisé sur différents costumes miao essentiellement. Et ça, c'est une jupe des miao de feu que l'on voit dans le sud du Yunnan. C'est un costume, non, sud du Huizhou, pardon. C'est un costume et les jupes sont magnifiques. Autant l'en haut est très sobre, c'est un chemisier blanc, mais la jupe, c'est un travail très important. Il y a du batik, des applications de tissu, voire des broderies, des applications aussi de feutre de soie. Enfin, elles n'utilisent pas le feutre de soie proprement dit, mais des cocons teints en jaune ou en orange et qui sont cousus sur les jupes. Donc, des jupes très lourdes, comme elles là, c'est pareil, ce sont des miao qu'on trouve à la frontière entre le Guangxi, le nord du Guangxi, Nandan, et puis le sud du Huizhou. Et les jupes sont très lourdes, elles sont plissées, mais vraiment en chambre la plupart du temps, donc vraiment très lourdes. Là, ce sont les miao de Baibei. Alors là, c'est plutôt dans la région de Rongtiang, dans l'axe qui est du Huizhou, entre Kaili et Rongtiang, et on les trouve. Et alors là, c'est le costume quotidien. Elles ont un costume quotidien qu'elles portent, oui, même pour travailler dans les champs, pour aller au marché. Là, ce sont des miao, c'est un costume très simple qu'on trouve dans la région des rizières, des grandes rizières, dans le Huizhou aussi, mais vraiment au sud du Huizhou, dans la région de Tiaqiu, Tiabang, on trouve ces costumes. Là, on remonte dans le Huizhou, dans l'ouest du Huizhou, et ce sont des miao toujours, avec un costume particulier. Là, j'ai fait habiller la mère et les 4 filles. Les maris sont venus poser pour la photo après, et j'ai acheté un costume aussi à ce moment-là. Là, c'est d'autres miao rencontrés lors de la fête du roi de bambou. Donc, toujours dans la région de Ziyun, là,
Donc, il y a beaucoup de bouillies qui viennent à cette fête, mais aussi beaucoup de miaos avec des costumes très différents. Là, c'est lors d'une autre fête, dans la région de Ziyun toujours, et ce sont les miaos à chapeau pointu. Là, c'est près de Guiyang, lors d'une fête de miao. Et là, c'est étonnant parce que les enfants sont tous habillés, surtout les petites filles, on porte tout le costume traditionnel. C'est une fête importante qui amène beaucoup de population, mais essentiellement miao. Bon, il y a toujours des photographes chinois qui sont... On va voir d'ailleurs une petite vidéo voilà. pour illustrer cela. Donc pareil, petit début. Voilà, donc avec cet instrument, l'orgue à bouche, le lusheng, oui, voilà, qui est typique de ce. C'est l'emblème, c'est l'instrument emblématique des miaos, mais finalement, je me suis aperçue que les Dong l'utilisaient aussi, voire même des yaos. Finalement, je pensais vraiment que c'était que pour les miaos, non, d'autres ethnies l'utilisent aussi, mais elles sont quand même que les ethnies du Sud, quoi, qui ont un certain rapport entre elles. Là, ce sont d'autres miaos chez qui on va voir aussi une petite voilà. vidéo. Mais là, ce sont les miaos de Langde. Voilà, les miaos de Langde qui ont un costume particulier et beaucoup de bijoux. Et beaucoup de bijoux. Donc, on entend toujours, lors des danses, le bruit des bijoux qui cliquettent pendant que les femmes bougent, quoi. Un ticket pour voir la vidéo. Voilà, donc on entendait beaucoup le bruit en fait des bijoux. Les bijoux alliés au son de Luchen. Alors là, on avait eu beaucoup de chance cette année-là. Bon, j'étais en groupe, mais parce qu'il y avait un groupe de Coréens qui avait payé ces danses, parce que les gens sont payés dans cet endroit-là pour danser, et puis pour jouer aussi. Là, ce sont d'autres miaos dans la région de Dansai. Alors, ce qui va me permettre de vous expliquer que les miaos portent des vêtements, enfin des jupes. Elles sont pratiquement tout le temps en jupe. Il n'y a que les miaos de Songtao qui sont en pantalon, mais des jupes de hauteur différente. Et celles-là ont des mini-jupes de 20 cm. On ne s'en aperçoit pas parce que c'est masqué par les ceintures, tout le pas arrière, mais ce sont de toute façon des jupes très courtes. Autrement, il y a des jupes qui vont jusqu'au genou et d'autres jupes qui vont jusqu'à la cheville. Donc, vraiment, la plupart du temps, ce sont des jupes plissées de façon aussi différente, mais je ne peux pas vous expliquer toute la fabrication des jupes, il y a beaucoup de choses à dire. Là, ce sont des miaos que j'ai vus lors de la fête du roi de bambou, dans la région de Ziyun. Bon, je voulais absolument voir ces femmes en temps courant, ordinairement, quotidiennement, elles ont un chignon frontal. Et lors des fêtes, mais uniquement à ce moment-là, elles font le chignon latéral, enfin ce que j'appelle chignon latéral. Elles ont un peigne en bois qu'elles fixent sur la nuque de façon asymétrique et elles entourent leurs cheveux autour de ce peigne.
mais souvent elles rajoutent des postiches des cheveux des ancêtres. Les miaos ne jettent pas leurs cheveux et elles font des postiches avec les cheveux qu'elles perdent pour faire ce genre de coiffe. Et la plupart font ça. Ces miaos-là, c'est pareil. Là, ce sont dans les montagnes du Guangxi, près de Longling. C'est pareil, elles ont des postiches pour faire le chignon qu'elles ont devant. Elles mettent leurs cheveux sur une espèce de boudin qui est devant sur le front et elles le garnissent avec les cheveux et les postiches. Là, ce sont des miaos qui sont, j'avais rencontré lors d'une fête dans le sud, au sud de Kaili, non loin de Kaili d'ailleurs. Là, c'est lors d'une fête aussi, des miaos de Machangping, de Lutuan. Elles ont toutes les mêmes costumes, mais encore des costumes. Alors, fait machine ou fait à la main. Là, ça commence à être, elles commencent à avoir des costumes synthétiques brodés à la machine. Là, c'est lors d'une grande fête. Mais ces grandes fêtes, c'est vraiment prenant. Bon, il y a toujours les musiques, les luchènes qui tournent, ou les tambours, parce qu'elles dansent aussi avec des musiques de tambour, mais des battements. Et ce sont souvent des rondes, il y a peu de musique, de danse où elles sautent dans tous les sens. C'est souvent des marches, des rondes, mais elles sont des centaines et des centaines, quoi. Là, le costume est différent d'un village à l'autre. Alors, elles ont des côtés du jaune, d'autres auront du rose, d'autres du vert, enfin bon, voilà. Là, c'était pour la fête de la vénération des ancêtres. Donc, c'est une fête dans l'ouest, nord-ouest du Guizhou, pas très très loin de Guiyang. C'est une fête où tout le monde se rappelle quand on y participe, parce qu'il y a beaucoup de pétards. Mais pour éloigner les mauvais esprits, et elles font brûler aussi du papier pour les ancêtres. Là, c'est les miaos de Dansai Puan, enfin bon, c'est cette région-là au sud-est du Guizhou. Là, on remonte au nord-ouest du Guizhou, c'est à Nankai où il y a de grandes fêtes qui réunissent des centaines, des milliers de personnes. Et bon, les filles portent ce beau costume, les femmes plus âgées n'ont pas évidemment la coiffe colorée comme les plus jeunes. La jupe est identique, mais voilà. Et là, ce sont les miaos de Shoga Longa, donc qui nous accueillent aussi. On va avoir une petite cérémonie d'accueil justement, donc pareil, toujours la vidéo, il faut cliquer dessus pour ceux qui ne la reçoivent pas tout de suite. Voilà, donc toujours ce type de cérémonie d'accueil avec de l'alcool. Voilà. Et donc, parlez-nous un petit peu de cette coiffure. Alors là, quand on va chez elle, il y a une maison d'accueil et on voit toujours une femme, une mère, qui met la coiffe sur la tête des plus jeunes. Alors, elles ont un peigne qui est elle aussi sur la nuque et la mère entoure ce peigne d'un certain mouvement avec de la laine noire, un écheveau mais immense de plusieurs mètres de laine noire. Et après, bon, il faut fixer la laine noire avec la laine blanche au bout des cornes, enfin en faisant différents passages. Mais c'est une coiffe qui peut peser jusqu'à 10 kg de laine, quoi. Et elle ne travaille jamais avec ça, c'est trop. Elle peut travailler avec les cornes en bois, mais pas la laine. Donc ça, c'est un village... C'est un village, enfin, qui est Zenlé. C'est un village qui est en deux parties, deux hameaux. Il y a une partie qui appartient au Shui et l'autre au Miao. Là, c'est la partie Shui, voilà. Là, c'est un village Yi.
où les maisons sont en terre. Alors, ce qu'il y a, c'est que maintenant, on voit beaucoup la transformation des villages. Le gouvernement chinois veut lutter contre la pauvreté, donc favorise les gens enfin, leur donne de l'argent pour qu'ils puissent construire des maisons en béton et en moellon. Alors après, elles se ressemblent toutes, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, toutes les maisons se ressemblent. Il n'y a plus une particularité, zone de terre, des maisons en terre, zone de forêt, des maisons en bois, zone de pierre, des maisons en pierre. C'est le nivellement à la chinoise. Oui, c'est un peu dommage, mais bon, on ne peut pas non plus les obliger à vivre dans des maisons sans confort, parce que dans ces nouvelles maisons, ils ont des salles de bain, Certains villages ont été quand même préservés. Voilà, mais certains villages sont préservés, comme celui-là. Bon, on voit quand même des paraboles, mais le village doit rester en terre. On ne verra pas de maison en béton. Et on peut voir chez les Yi donc des murs peints. Alors maintenant, on va justement parler des Yi. Voilà. C'est le dernier grand peuple dont on n'a pas encore parlé. Présentez-nous. Alors, les Yi, il y a beaucoup de sous-groupes chez les Yi, peut-être pas autant chez les Miao. Chez les Miao, bon, un livre parle de 180 costumes différents. Chez les Yi, il y en a peut-être un peu moins, mais de toute façon, les costumes Yi sont vraiment très, très différents les uns des autres, sauf dans la partie des Talianshan, dont je vous parlerai tout à l'heure, et puis on verra des photos plus tard. Là, ce sont les Yi de Cibele. Donc, c'est un costume très coloré, à base de rouge. Et vous avez vu sur la peinture murale, on voit le modernisme qui arrive aussi chez eux. Ils ont maintenant des machines à laver, quoi. Le transistor, enfin la télévision, bien évidemment, de toute façon. Là, ce sont des rois Luoyi, alors qui sont plutôt dans la région. Les autres aussi étaient sur des plateaux qui sont dans la région de Tupai, donc le sud-est du Yunnan. Là, c'est à peu près dans ces mêmes régions. Là, c'est l'arrière de la coiffe, toujours à base de rouge. Bon, les rois Luoyi, c'est couleur, enfin, donc c'est très coloré. Là, c'est une Yi de Santai. J'ai rencontré à la fête de Santai, donc beaucoup de broderies sur le costume, des coiffes très compliquées, avec des pompons de couleur. Ça, c'est le costume des petites filles, enfin des fillettes, avec des broderies aussi de partout. Là, c'est une Yi que j'ai rencontrée dans un village près de Nafa. Nafa, c'est à la frontière avec le Vietnam, et plutôt côté Sichuan-Bana, c'est-à-dire sud-ouest quand même du Yunnan, mais au sud-centre du Yunnan. Là, c'est une Yi que j'ai rencontrée aussi sur le fameux plateau, encore un costume complètement différent des autres. Les Benitang, ça c'est une Yi de Tianpong. Tianpong est à la frontière avec le Vietnam, est vraiment très très proche. Et un costume encore différent, avec des broderies, des teintures. Là, ce sont des Yi, les Yi rouges, côté Guangxi, puisqu'elles sont au Guangxi, et appelées Lolo noir, côté du Vietnam. Et voilà l'avant et l'arrière du costume, et ça se trouve au Guangxi. Là, ce sont les costumes, enfin le costume des rois Luoyi, c'est-à-dire des colorés, qui se trouvent, là c'est le village de Fezuke, et voilà. Manlong, là c'est plutôt le village de Manlong. Il y a toujours beaucoup de couleurs, beaucoup de rouge. Les femmes ont tendance à porter quotidiennement la jupe, les guettes bien sûr, et la coiffe. Une coiffe qui est difficile à maintenir, mais bon, elles y arrivent. Là, ce sont des Yi du village de Shenzai, des Beluoyi. Donc, voilà, on les a vus travailler, faire de la teinture, et notamment le batik, parce que sur leur costume, elles ont beaucoup de batik. Toujours dans la même région. Toujours dans la région du sud-est du Yunnan. Toujours dans cette même région, un costume très semblable au niveau des formes, ce sont les Yi de Nuxiang, mais avec beaucoup plus de broderie que les autres, et une broderie très particulière.
Là, ce sont les Limii, qui se trouvent plutôt au centre-sud du Yunnan. Alors, un costume là, que je rêvais de voir parce que étrange. Il y a des parties, on a du mal à savoir quelle est la raison de ces parties de costume, avec des applications, enfin vraiment, mais un costume très sombre. Même les petites filles, c'est un costume très sombre, avec seulement quelques parties de broderie, de parties colorées. Mais bon. Ça, ce sont des i que j'ai vus sur un marché, ben, toujours à peu près dans la même région. Hein. Des i qu'on retrouve avec un costume un peu semblable chez les i du Yunnan, de Yuanyang, par exemple. Là, ce sont des i du centre-nord du Yunnan. Donc, on est allé voir dans un village. Hein. Donc, voilà, toujours dans la même région aussi, vers Weshan. Toujours des i avec une coiffe différente, des motifs différents sur le costume. C'est ce qui permet toutes ces populations Miao, oui, ou même d'autres ethnies ont des costumes différents d'une vallée à l'autre, d'un village à l'autre, mais ça permet de se reconnaître entre elles. Elles savent où elles habitent, et moi aussi d'ailleurs. Je sais d'où elles sont, parce que bon, en connaissant leur lieu d'habitation, je sais, et en reconnaissant le costume, évidemment. Et alors, parmi les yi, donc, il y a ceux des Taliangshan, les grandes montagnes froides, qui sont cette région du Sichuan qui descend en pointe là, sur le Yunnan, contournée par le fleuve Yangtze. Donc, on va maintenant aller plus à la rencontre de ces yi. Alors, il y a eu une mission d'un Français, le commandant Henri Delaune, qui est allé de 1906 à 1909 et qui a écrit sur eux un livre qui s'appelle « Les derniers barbares ». C'est-à-dire les yi ont quand même été assez sauvages, si j'ose dire, et ont fait régner la terreur un peu dans toutes ces régions. C'est pour ça qu'il y a 30 ans, il était difficile d'aller dans les villages. Là, maintenant, on peut aller partout. Il n'y a plus du tout ce problème-là. On peut voir lors des fêtes, par exemple, là c'était une fête des torches, on peut voir les costumes qui sont magnifiques. C'est des plateaux assez élevés. C'est des plateaux élevés, voilà. Il y a très peu de culture à part des céréales, mais les populations font d'élevage de moutons. Parce que les costumes sont quand même essentiellement, alors il y a de la soie, mais essentiellement à base de laine. De la laine feutrée, enfin tout un processus pour faire des capes en laine, pour faire tout un tas de choses qui tiennent chaud, puisque même là en plein été, bon, ces plateaux sont à 2000 mètres, même en plein été, il ne fait pas une chaleur, bon, en plein soleil encore, mais la chaleur n'est pas étonnante, quoi. Enfin, on va terminer par une petite vidéo justement de Festival des Torches qui a lieu entre juillet et août, voilà. Sur ces plateaux. Donc, dernière petite vidéo. Qu'est-ce qui se passe là ? Donc, on voyait bien sur cette vidéo les capes de feutre dont tu parlais justement là. Voilà. Justement, les femmes les portent continuellement, ces capes de feutre en laine. Et avec un groupe l'année dernière, on a pu voir encore, moi j'avais déjà vu ça il y a quelques années, mais la fabrication de ces capes en feutre sur le trottoir. De toute façon, ils font ça dehors. Ça demande de l'espace. Comme on voit sur cette photo, là on va voir un peu maintenant quelques éléments de fabrication des certains costumes. Alors là, ce sont des femmes qui tirent les fils de chaîne qu'après pour mettre sur le métier à tisser. Là, ce sont des chuis. Là, c'est une autre partie. Il y a plein d'étapes pour faire un costume. Toutes les minorités ne font pas les mêmes choses. Mais là, entre autres, ce sont des miao qui posent la cire, une miao de Machanping,
ou Butuan, c'est la même région. Elle pose la cire avec un stylet, la cire chaude, et elle fait le dessin. Après, le tissu sera teint et à l'indigo, et quand on enlève la cire, le dessin apparaît en blanc. Là, c'est une miao aboutie qui fait la même manipulation avec un stylet. Là, ce sont de la pâte d'indigo. Alors, celle-là est plutôt molle, donc servie à la louche. Et voilà, les femmes qui travaillent l'indigo ont toujours les mains bleues, les ongles bleus. Alors, soit la pâte d'indigo est vendue à la louche dans un sac, soit en boule comme ça. Quand elle est plus sèche, elle est mise et pesée. Voilà. Alors, il y a toute une préparation à faire à partir de cette pâte d'indigo pour la remettre en solution, en suspension, pour faire ensuite les teintures. Donc là, c'est une teinture qui a lieu. Sur le tissu, on voit en brillant un peu la cire et il y a différents trempages pour arriver à teindre le tissu avec le bleu voulu. De toute façon, je ne peux pas expliquer tout le processus ici d'oxygénation de l'indigo pour qu'il devienne bleu. Au début, ce n'est pas bleu, c'est verdâtre. Et plus on met de l'air, plus c'est à l'air, plus il fonce. Et jusqu'à devenir pratiquement noir. Là, c'était tout à l'heure dans un village chez les Baolas, c'est-à-dire des bouillies. Et là, c'est dans un village d'Ong. Donc, on voit les teintures qui sèchent. Là, c'est le calendrage. C'est aussi un acte très important chez beaucoup d'ethnies, sous-groupes, chez les Dong, chez les Miao, pour faire lustrer le tissu. Il est martelé avec un maillet en bois et ça écrase la fibre et ça lui donne un aspect brillant. Là, c'est une femme qui fait des broderies, une lit, sur un marché. De toute façon, les femmes ne sont jamais inactives. En attendant les clients, elles brodent en général, en discutant, mais elles brodent. Là, sur un autre marché, à Yuanyang, mais toujours une broderie, une brodeuse en attendant le client. Là, c'est une broderie miao, plutôt sur le marché de Kaini. Là, c'est aussi sur un marché, c'est une broderie qui est plutôt de l'ouest du Guizhou. Une broderie particulière, c'est chez les Beluoi, il faut ajouter des triangles de tissu de couleur à des parties de batik, et ça, c'est pour la confection de la jupe. Là, c'est toujours un marché, ce sont des bouillies, les femmes choisissent des galons pour orner leur costume. Elles choisissent aussi du tissu. Elles ont différentes... il y a beaucoup de stands dans des marchés traditionnels où elles ont tout le matériel pour leur costume. Alors là, j'ai différentes méthodes de plisser une jupe. Là, entre autres, c'est la première fois que je voyais le plissage avec les pieds. C'est-à-dire, elle maintient les plis avec les pieds. La jupe était mouillée. Bon, toute la préparation est faite. Souvent, c'est mouillé, amidonné. Et après, elle maintient le tissu avec les pieds. Et après, elle va aller l'étendre pour que ça sèche. Et puis voilà. Alors, il y a aussi les bijoux. Ah oui, on a entendu, notamment sur les vidéos, voilà, le bruit de ces bijoux. Alors, la part des bijoux est importante. Je crois que ça prend de l'ampleur d'ailleurs. Autrefois, les bijoux, l'argent est venu dans la province du Guizhou, à l'est, sud-est du Guizhou. C'est-à-dire que ça a été des échanges entre les Chinois, enfin les Miao même plutôt, et puis les Espagnols qui ont trouvé des mines d'argent à Potosi notamment, qui faisaient partie du Pérou à l'époque. Maintenant, c'est en Bolivie. Et les Espagnols sont venus sur Manille vendre l'argent qu'ils avaient extrait là-bas sous forme de pièces. Après, ils ont rencontré à Manille des Chinois qui les ont dirigés vers Canton, le port,
de la rivière de Perle et ils sont montés jusque dans la province du Guizhou. Et bon, c'est comme ça que l'argent est arrivé dans ces régions-là. C'était pour payer soit du thé, soit du bois. Bon, maintenant, on trouve des bijoux identiques sur beaucoup d'autres ethnies, même sur les îles d'État Liangshan, enfin sur d'autres. Il y a un autre alliage maintenant qui est utilisé. Maintenant, il y a un autre alliage, oui, parce que l'argent, il n'y en a plus, et puis ça serait devenu très très cher. Maintenant, alors en France, on avait trouvé ça des Lyonnais notamment, Monsieur Maillot et Monsieur Chorier ont créé un alliage, le Maillechor. C'est un mélange de cuivre, de nickel et de zinc. Mais les Chinois avaient trouvé ça 100 ans avant nous, donc pour faire leurs bijoux. Et voilà. Voilà, donc merci Marie-Paul pour cette présentation de ces peuples. Avant de répondre à vos questions, je voulais dire aussi un dernier mot concernant nos partenaires locaux, donc du Yunnan et du Guizhou, donc Joe au Guizhou et puis Olivier au Yunnan, parce que bien sûr, il ne travaille pas beaucoup en ce moment, mais Joe a eu la chance quand même d'accompagner des groupes qui travaillent à l'ambassade de Belgique et de France, oui, à Pékin. Donc ça lui a donné un petit peu de travail. Ouais. Quant à Olivier, lui par contre… Lui, il a vendu sa grosse voiture que certains connaissent, qui nous a transporté l'année dernière, notamment dans Sichuan. Il a acheté une plus petite voiture et il fait chauffeur de taxi à temps perdu parce que son agence chinoise, son patron, n'a pas voulu fermer l'agence. Donc, il va travailler à l'agence un mois sur deux et l'autre mois, il fait chauffeur de taxi parce que, bon, il faut qu'il trouve des moyens de vivre de toute façon. Et donc, quand on voyage, donc on organise avec eux que tu vas accompagner. Oui, donc, il y en a un certain nombre qui sont prévus. Donc, voilà. Vous pouvez voir sur le site, notre site internet. Il y a 4 voyages prévus avec Marie-Paul l'année prochaine. Donc, un premier qui est donc sur les 10 fêtes au Guizhou. Mais c'est le 11 février 2021. Alors, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Là où il y a des fêtes, ça sera peut-être plus compliqué. Ça mettra peut-être plus de temps. On verra s'ils se remettent à faire des fêtes. Il y a une telle densité de population à ce moment-là, même si c'est en extérieur. Sinon, ce sera le 31 janvier 2022. Et puis après, il y a le voyage aussi des 5 fêtes et 6 marchés au Guizhou avec la fameuse fête du roi de bambou. Oui, voilà, que j'aime beaucoup. Donc, il part le 11 mars 2021. Voilà. Et ensuite, ce sera en juillet, à partir de la mi-juillet. On n'a pas la date encore exacte. Dans les grandes montagnes froides, lors d'une traversée du Yunnan à travers les grandes montagnes froides et vers le Guizhou, à l'encontre de beaucoup de Yi et de Miao. Voilà. Et ensuite, un voyage qui devait partir le 3 novembre de cette année, dans un mois et demi, qui devait aller lui aussi en fait du Yunnan au Guizhou, mais celui-ci sans fête. Hein, la particularité, c'est des marchés, il est sans fête. Il y a des marchés, des visites de village. C'est un condensé de plusieurs voyages que j'ai faits et qui font découvrir différents costumes, Yi, Miao, et dans ces régions-là, nord du Yunnan, sud du Sichuan, puisqu'on repasse dans la région d'État Liangshan, et dans le nord-ouest du Guizhou. Et celui de juillet-août, j'ai oublié de dire qu'en fait, c'est à l'occasion du Festival des Torches. Festival des Torches, voilà, tout à fait. Mais c'est vrai que nos accompagnateurs chinois nous attendent avec impatience. Moi, j'ai correspondu avec eux pendant toute la période, cette période difficile là, du confinement pour eux, du nôtre, de notre remise un peu en action, mais bon, avec vraiment peu de liberté de voyager. On ne peut pas, de toute façon. La Chine est fermée, de toute façon, à nous surtout. Voilà. Voilà, donc on va répondre maintenant à vos questions. Alors, il y a une première question, et puis elle peut déjà un peu répondu. Sont-elles habillées au quotidien avec ces costumes? C'est seulement lors des fêtes? Alors là, on a vu beaucoup de fêtes, donc c'est essentiellement un costume de fête, mais beaucoup de costumes quotidiens sont la base du costume de fête. Elles ont la même jupe au quotidien, mais elles rajoutent un tas de choses, des ceintures, des tabliers, une coiffe brodée, enfin plein de choses brodées, et ça le transforme en costume de fête. Mais bon, il y en a qui n'ont pas de… Les Dong ont très peu de costumes quotidiens. Contrairement aux Miao, il y a très peu de costumes quotidiens. Les Yi, par contre, les Yi d'État Liangshan,
elles auront un costume quotidien beaucoup plus sobre, évidemment. Avec la fameuse cape de mais feutre aussi. avec la cape de feutre, évidemment. De toute façon, ils ne vivent qu'avec ça. Et donc, ces costumes sont-ils lourds? Donc, on a vu déjà le postiche oui, alors les Miawacorn ont souvent des postiches, enfin, de scènes de Shuoga, et puis bon, il y a d'autres. Il y a une douzaine de villages de Miawacorn, donc avec des postiches de laine importants. Mais les jupes, quand ce sont des jupes plissées en chanvre, mais c'est vraiment très lourd. Et on avait mesuré, quand j'avais exposé au musée des tissus à Lyon en 2002, la circonférence d'une jupe Miao à corne, justement, pas celle de Shuoga, il y avait 15 mètres de tissu, donc brodé, avec des applications, donc le tissu est épais, enfin, et ça donne des costumes très lourds. C'est vrai que j'ai oublié de préciser que tu as ramené quand même environ 130 costumes au total depuis ces 40 ans, 130 costumes, et tu as fait des expositions. J'ai fait différentes expositions, enfin quand je peux. Au musée de Bourgoin. Voilà, au musée de Bourgoin. Le dernier, c'était Villard-de-Lans l'année dernière. Bon, et puis tu en avais prêté aussi pour le musée des tissus en 2002. Pour voilà, j'avais participé à une exposition en 2002 au musée des tissus à Lyon, et c'est ce qui m'a permis aussi de voir la valeur, parce que bien sûr déjà en 2002 j'en avais beaucoup ramené, mais je n'avais pas, j'achetais les costumes parce qu'ils étaient beaux au niveau de la forme, au niveau des couleurs, mais je n'avais pas du tout l'idée de la valeur du travail, de tout ce que ça représentait. Et c'est en faisant le catalogue pour la collection, l'exposition du musée, des tissus, c'est là que j'ai pris conscience vraiment de tout ça. Alors justement, tu avais écrit un livre sur c'est en quelle année que tu l'avais écrit? 2004. 2004, et tu prévois d'en écrire un nouveau? Oui, j'ai commencé. Bon, il faut que je m'y remette. J'ai tellement de choses à faire sur ces costumes. Bon, il faut que je les archive aussi. Mais dans le livre, je raconte toujours ma façon d'acheter le costume, ma rencontre avec les femmes, parce que c'est toujours une relation de femme à femme. Ce que disent les amis hommes, ils me disent « Ah oui, toi, tu peux rentrer dans leur chambre sans problème et voir s'habiller, alors que nous, on ne peut pas. » Et c'est vrai qu'on a une relation. Et puis, quand je ne sais pas le mot en chinois, parce que c'est pour ça aussi que j'ai appris le chinois pour acheter les costumes dans les villages, mais quand je ne sais pas le mot, je mime. Par exemple, maintenant, je sais dire pour marteler les costumes, le calendrage, je sais. Mais je mime et elles comprennent. Bon, je sais comment est le costume que je cherche aussi, donc c'est facile. Pour moi, c'est relativement facile. Quand je veux voir du batik, c'est pareil. Je leur explique, je mime sur la main et elles comprennent, elles me montrent tout ce qu'elles font, tout ce qu'elles ont, quoi. Justement, on a vu essentiellement des femmes, mais certains posaient la question, est-ce que les hommes portent aussi des costumes parfois? Alors, il y a certains hommes qui portent des costumes, relativement peu, et chose surprenante, il y a des costumes masculins qui sont très, très semblables aux costumes féminins. Par exemple, dans l'ouest du Yunnan, vers Baoshan, je suis allée dans un village. Moi, c'était pour acheter. Je n'achète que des costumes féminins et de femmes, pas d'enfants, de femmes. Bon, c'est une volonté parce que, bon, de toute façon, je n'ai pas assez l'argent pour tout acheter non plus. Mais là, dans ce village-là, à Seowegen, l'homme s'est habillé, mais avec le même costume que la femme. Le chapeau avec les franges en perles, il avait vraiment la même tenue. Et plutôt avec un pantalon, par contre? Il y avait une jupe plissée aussi. Il y en a qui ont aussi des jupes, des jupes très larges, comme les Miao Chuoga. Les hommes ont des pantalons, enfin, très, très, très larges blancs. On pourrait penser à des jupes. Mais en fin de compte, ce sont des pantalons. Alors là, il y a à cet endroit-là, mais à d'autres endroits, c'est pareil. Ou alors, ils rajoutent des parties brodées. Et bon, la plupart du temps, ce sont les femmes qui brodent. Alors, il y avait une question aussi sur les teintures. Bon, on a vu de l'indigo, ça c'est simple, mais pour le reste? Alors, la plupart des autres teintures sont quand même avec des poudres synthétiques, le rouge, le jaune. Bon, ces dernières années, mais quand j'y suis allée au tout début, dans les années 90,
ils teignaient à partir de plantes. Parce que moi, j'ai demandé dans certains villages, quand je voyais les costumes, par exemple pour la fête du repas des sœurs, j'y suis allée au moins 4 jours avant pour voir tous les préparatifs. Et j'ai demandé, je leur ai dit, mais pour faire le jaune, pour le costume, vous utilisez quoi? Et ils m'ont montré mes plantes. Pour faire le rouge, ils m'ont montré mes plantes, le noir aussi. Et j'ai retrouvé la même chose chez Dei, au sud du Yunnan, près du Guangxi. L'ethnie est sur les 2 provinces, chez CI de style Napo, je les appelle comme ça. Et là, ils ont des plantes aussi, des feuilles d'arbres pour faire les couleurs. Et ils utilisent notamment le curcuma pour faire le jaune. Ah oui. Mais bon, voilà, mais c'est quand même ça se perd, hein, si j'ose dire, les colorants. À part il n'y a que l'indigo qui reste encore de façon très traditionnelle. Alors, il y avait une question notamment sur le costume dans les grandes montagnes froides. Est-ce que dans ces régions, donc, qui sont un peu plus élevées avec la type de feutre, est-ce que les costumes restent encore beaucoup? Ah oui, oui, oui. Bon, on a vu peu de marchés. Quand j'y suis allée là, l'année dernière, il y avait peu de marchés. C'était au moment de la fête des torches. Mais moi, j'y étais allée 10 ans auparavant à peu près. Et les femmes avaient tout le costume, mais elles mettent même pour aller au marché, elles vont mettre un joli costume, quoi. Peut-être pas toutes les parures d'argent comme elles ont pour les fêtes des torches, mais elles auront quand même un beau costume avec des boutons en argent. Elles ont des énormes boutons, enfin en argent, en métal argenté, qui tiennent la veste. Non, c'est... Bon, les femmes plus âgées vont être avec des costumes beaucoup plus noirs, gris, marron, enfin... Mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup de traditions qui restent dans ces régions. Il y a beaucoup de régions. Et comme les marchés ont lieu tous les 10 jours, du coup, c'est important. C'est pas un marché qui a lieu tous les 5 jours, c'est tous les 10 jours. Bien sûr, oui. Et puis, moi, j'étais surprise l'année dernière de voir que les femmes continuaient à filer la laine. C'est vrai qu'après, la laine des moutons, il faut l'exploiter. Donc, on les voit filer au bord de la route, on les voit tisser, parce que alors elles ont des métiers très, très sommaires. Elles sont assises par terre, là, les fils de chaîne sont attachés à un pieu ou à un arbre un peu plus loin, et elles tissent, elles sont par terre, directement par terre, et très souvent, justement, assises sur leur cape de laine. Ça les protège de la terre. Ah oui, ça leur sert. Même le sac de couchage, presque aussi. Ça leur sert de couverture le soir, la nuit, quoi. Et est-ce qu'il y a une transmission qui se fait aux jeunes filles par les Alors ça, oui, moi je le vois, enfin surtout quand je voyage seule, donc quand on va dans les villages, on a des fois plus le temps, moi j'ai quand même plus le temps, et on voit des petites filles qui apprennent à faire du batik, donc qui posent la cire, on voit des petites filles qui apprennent à tisser forcément, qui apprennent à broder aussi avec leur mère ou leur grand-mère. Et une période, on voulait bien éduquer les filles, mais il fallait qu'ils courent de couture pendant la période scolaire, la scolarisation. Les miaos me demandaient vraiment officiellement. Bon, c'est vrai que les filles vont moins à l'école que les garçons, parce qu'elles aident beaucoup plus dans les familles, donc c'est toujours plus dur de demander à une femme d'écrire une adresse, parce que quand j'achète un costume, je demande toujours l'adresse, déjà pour envoyer les photos, et puis savoir d'où vient le costume, donc voilà. Mais si je ne vois que des femmes, je n'arrive pas à avoir une adresse écrite, ou alors c'est illisible, quoi, c'est très compliqué. Alors, on a vu beaucoup de lits différents, et il y a une question qui est justement, qu'est-ce qui fait l'élément qui relie tous ces lits entre eux? C'est différent, c'est vrai qu'ils sont très différents, même de faciès. Oui, très différents. Ah oui, tout à fait. Mais moi, je ne reconnaîtrais pas les gens, pour tout dire, à leur faciès. Moi, je reconnais les gens, les ethnies, à leur costume. Pour moi, c'est la carte d'identité. Je sais d'où elle vient, de tel village, mais pour le costume. Le faciès, je ne reconnais pas du tout. En plus, on a vraiment, oui, elles sont vraiment très différentes. Et ce qui les lie, c'est quand même la langue, je pense. Même s'il y a des différences,
Bon, il y a plein de langues UI différentes. Par rapport au miao, sont classés un peu différemment, mais il y a quand même une base qui est commune, je pense. Et bon, il y a un linguiste qui a fait des livres justement sur les différentes langues. Et bon, voilà. Les miao, c'est pareil. Il y a des ethnies qui empruntent des mots de la langue des voisins. Par exemple, les miao, quand ils sont proches des dong, dans leur langue, ils vont avoir des mots dong. Quand ils sont proches des yao, ils auront des mots yao. De toute façon, après, bon, ils sont tellement proches, ils ont des choses comme ça, quoi. Alors, il y a des questions aussi sur les fêtes. Comment est-ce qu'on est au courant des dates de fête? Comment ça se calcule? Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Alors, bon, c'est basé beaucoup sur le calendrier lunaire. Oui, donc, mais alors ça, moi, je me laisse guider, puisque quand j'accompagne, c'est l'accompagnateur chinois qui a planifié les fêtes. Alors, c'est vrai qu'entre deux fêtes, moi, j'ai des préférences. Quand il me propose deux fêtes, il y a des fêtes, je connais surtout le costume, qui est très synthétique maintenant. Ce sont des imprimés, non plus un travail manuel comme autrefois, notamment pour les Goetia qui habitent près de Kaili. Et moi, je préfère la fête du Luchène ou des tambours plus bas dans la province. C'est dans le Guizhou, à l'est du Guizhou. Et une fois ou deux, j'ai emmené plutôt le groupe là-bas. Je demande toujours ce qu'ils préfèrent, mais ils préfèrent évidemment la fête plus traditionnelle, avec des costumes plus traditionnels, avec des fêtes. Oui, parce que dans toutes ces fêtes, il y en a qui sont grandes, voilà, d'autres qui sont plus petites, et finalement, les plus petites, plus intimistes, sont presque plus intéressantes. Eh bien, pas toujours, parce que les Gutia, ben si, alors, dans la plupart de ces fêtes, il y a souvent des combats de buffles, des courses de chevaux, des combats de coqs, enfin, plein de choses différentes. Alors, on va pas, suivant les affinités des gens, la sensibilité des gens. Certains ne veulent pas le voir de combat de buffle, donc c'est pas une obligation, on n'y va pas. Il y a rarement la mort d'un buffle, hein, j'en ai vu quand même 2 fois, mais bon, c'est quand même très rare. Mais bon, voilà, mais on voit quand même des centaines et des centaines de personnes, enfin surtout les femmes, portent le costume traditionnel. Les hommes sont là, mais avec un costume relativement simple. Alors, les gens plus âgés, les dignitaires des villages, ont souvent un costume, une tunique longue, en tissu typiquement chinois, mais bon, ils sont là en costume traditionnel. Là, j'ai vu ça aussi dans plusieurs villages, et voilà. Et il y a aussi une question qui demandait, c'est est-ce que ça va perdurer encore longtemps, ces traditions? Alors, bon, même si à l'arrivée du synthétique, des costumes synthétiques, quand on va loin dans les villages, on trouve encore des costumes faits de façon vraiment très traditionnelle, des très beaux costumes, comme je dis toujours, en matière noble, c'est-à-dire en chanvre, en coton ourani, en soie, en laine, tout ça. Mais est-ce que ça va perdurer? C'est vrai que les jeunes ont tendance à s'habiller comme nous, quoi. Le jean est mondial, envahit le monde, mais quand même, lors des fêtes, on voit des costumes traditionnels. Donc, on peut penser que ça perdure quand même encore un certain temps. Surtout ces costumes, quand on fait une certaine recherche, j'ai vu qu'on me demande souvent lors des expos, mais ils existent depuis combien de temps? Alors, moi, j'ai des cartes postales début 1900. On voyait déjà ce costume-là. Là, c'est vraiment exactement le même costume. Mais il y a eu des livres miao, des albums miao, qui ont été demandés par les empereurs mandchous, qui pensaient bien qu'il y avait des ethnies différentes dans le sud de la Chine, et pas d'appareil photo, évidemment, il y a 200 ou 300 ans. Donc, ce sont des peintres, ce sont des peintures, et les envoyés ont peint des scènes traditionnelles de tissage, de récolte dans les champs. Les femmes portent le costume et on retrouve le même costume encore à l'heure actuelle. Donc en 300 ans, mais maintenant ça risque d'aller plus vite pour un changement. Mais on peut voir quand même sur des marchés que
elle garde quand même des éléments. On peut retrouver des éléments qu'on peut acheter sur les marchés. Les jeunes bien les sûr, customisent un bien petit sûr. peu. Ah Donc, oui, une évolution. ça tout à fait. Alors, Mais elles ont tendance à mettre des paillettes des fois un peu partout, mais on retrouve encore des jupes en chanvre très lourdes. J'en ai acheté une en novembre l'année dernière. Sur les marchés, on trouve vraiment des choses traditionnelles. Puis ils sont quand même nombreux, donc on peut penser que voilà. ça devrait Alors, plus le village est éloigné, plus les traditions vont rester. Et puis, c'est surtout plus une ethnie, moins elle sera nombreuse au niveau individu, plus ça va rester. Parce qu'ils ne vont pas mettre en route une fabrication industrielle pour un petit groupe de 200, enfin d'un millier de personnes. Les miao, les rois miao, c'est-à-dire miao fleuris du sud du Yunnan, elles sont passées pratiquement au total synthétique, mais parce qu'elles sont très nombreuses. Et ce costume-là a même envahi le nord du Yunnan, au grand désarroi des spécialistes du nord, pas du Yunnan, du nord du Vietnam, et au grand désarroi des spécialistes du nord du Vietnam, dans les montagnes au nord de Hanoï, parce que ces miao ont le même costume que celle du Yunnan, et voilà, il y a des milliers de jupes synthétiques plissées, imprimées, les points de croix sont imprimés, et plissées machine, enfin tout est fait comme ça, quoi. Voilà. Mais on espère, enfin moi j'espère que ça va durer quand même le plus longtemps possible et pouvoir vous emmener pour vous montrer le plus de choses possible, vous faire découvrir les voyages où il y a des fêtes, mais aussi les autres voyages où on peut pénétrer les villages, aller sur les marchés, prendre notre temps. Sur les marchés, je peux vous expliquer, les gens ne disent absolument rien. Je veux prendre une pièce, l'ouvrir, enfin une veste, une jupe, j'explique, j'emmène mon compte-fil pour regarder les broderies, le tissage, on peut voir plein de choses. Les gens sont vraiment très, très accueillants et c'est un plaisir de vous expliquer, de vous accompagner. Donc, un voyage avec Marie-Paul, c'est un voyage, une expérience fabuleuse. J'aime beaucoup expliquer, à la rencontre des peuples, des costumes. Parler de et donc, des gens posaient aussi la question, quand est-ce qu'on pourra retourner en Chine? Donc, pour l'instant, on ne le sait pas. Ça va dépendre un petit peu de l'évolution de la maladie, surtout en France, parce que du côté chinois, bon, c'est ils arrivent à maîtriser. Et tant qu'on sera en rouge, mais même pour l'instant, c'est peu ouvert. Non. Là où il y a des fêtes, bon, ça sera peut-être un petit peu plus long, mais on espère bien quand même que dès début 2021, on pourra commencer à faire les premiers voyages. Enfin, on vous tient au courant. J'espère beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Paul. Merci Jérôme, merci Taméra de m'avoir invité. Et puis, merci à vous tous d'avoir regardé. Voilà. Et la prochaine conférence, donc, ce sera le 7 octobre, Renaud Fulconis qui reçoit le Grundmann, oui, c'est ça, qui est primatologue, spécialiste des orang-outans, il parlera de la déforestation notamment. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Chez, ça Étienne.